Alors vous êtes sur le domaine de la Sourbe, c'est un domaine qui est situé aux portes d'Ajaccio, un domaine agricole, c'est familial, sur lequel moi je fais des brebis de race corse. C'est une race qui est reconnue, typique et endémique, et je fais du brooch et du fromage. J'ai un troupeau d'environ 180 brebis depuis les années 80. Alors pour faire du fromage, on commence par la traite. Il y a 2 traites par jour, une le matin, une le soir. Ensuite, on descend le lait à la fromagerie, on l'emprésure, on le casse et on le met en moule. Signé, toujours. Une fois que le fromage est mis en moule, on le laisse égoutter jusqu'au lendemain. On le sale une fois, une première face. On le sale une seconde fois, la deuxième face. Ensuite, il va en salle d'affinage pendant une trentaine de jours et il sera consommable au bout de 30 jours. So di quelli che hanno tracciato, ci ha fatto ispera e terra, mi di passione sincera, costinto indiato. So di quelli che hanno stantato, la ricchezza di questa terra, fa così pianti a sfiera. Le domaine de la Sourbe, c'est 20 hectares. Sur la commune d'Ajaccio, principalement plantés en cépages corse, Chacarel, Nielouch, et d'autres cépages qui sont le Grenache, le Carignan. Les vignes ont été plantées par mon père en 1973-74. J'ai repris donc le domaine en 83. Donc depuis cette année-là, on est resté en coopérative jusque dans les années 95-96. Et depuis 2002, on vinifie nos raisins et on fait notre propre vin.
Sur un assemblage de 70% de chacarello et 30% de grenache. Donc ça fait des rosés un petit peu clairs en bouche avec un nez agrume un peu. C'est très particulier le chacarel. Le chacarel, ça a toujours un nez sur les agrumes, le cédrat en fait. Très agréable au nez. Bon, c'est un peu froid, mais bon. Ah, non. Sympathique. Hein. Ça fait des vins assez légers en bouche. Hein. Bon, c'est des vins alcooleux, hein, ça fait 13 degrés, donc c'est des vins pour faire du gras, il faut qu'il y ait de l'alcool. Hein, autrement, ça fait pas de. Ouais. Sympa. Très bien. Voilà. Beau travail. Alors là, on est sur un rouge avec un assemblage de 65% de chacarel, 25% de yellowch et un petit peu de grenache. Donc ça fait des rouges un petit peu clairs, assez particuliers, avec une robe, vous voyez la couleur, un peu rubis. Mais ça fait des vins très très clairs. Donc il y a un petit côté épicé, un petit côté poivré qui prend la langue, là, comme ça. Après, ça fait des vins légers, c'est très léger. Hein. Mais en degré aussi, non? C'est 13,5. 13,5 pareil. Hors taxe, comme d'hab. Hein. Donc Moi, je ferais très bien. on est, voilà, ça va très bien avec le gibier, puisqu'on parle de chasse, ça va très très bien avec le gibier, avec tout ce qui est, bon, nous on fait du sanglier, ça peut très bien aller avec du chevreuil, avec des civets. Des civets, moi j'ai des clients, j'ai pas mal de clients sur les régions que je fais qui me disent avec un civet et tout, et j'ai découvert quelque chose, alors moi j'ai jamais essayé, mais c'est les tagines et les couscous. Pourquoi? Parce que le côté épicé en fait va très bien avec le côté, alors un tagine de poulet, il y a un côté sucré salé, voilà. Tout ça c'est, voilà, on n'a pas la culture de ça, mais effectivement, mais. Alors aujourd'hui, on a évolué un peu dans nos projets parce qu'on a un projet de cave qui va être là sur le domaine, là au milieu des vignes, un peu sur un endroit un peu plus loin. Et j'ai mon fils qui a fini ses études et qui va venir travailler avec moi, qui va reprendre le domaine dans les années à venir. Nous sommes à Ajaccio, je vais vous présenter le cornichol, la petite corne, couteau de berger traditionnel, issu de la tradition agro-pastorale. Je vais donc réaliser devant vous un cornichol, étape par étape, en vous montrant les différents modes de fabrication de la corne, de la lame, etc. Donc là, on a fini la pointe, de façon à pouvoir, après avoir fait les entamblures, commencer à faire les moutures, à forger les moutures. À l'aide du gabarit, je vais donc tracer la forme du manche. C'est une corne de bélier. Donc voilà, tout simplement. Et on va détourer suivant le tracé.
piazza di Ascona si brume una zidilla come grande salurcezza tutti i miei cuori vente nugarezza accanto a te tutte tenerezza essa canzona vale una ricchezza. E quando lo spunta un sole, sento in me nasce mille vole, sopra un paese pasceno e murre, in fiuminale, quali pozzo di sta druide. In le montagne voleva il cuore, sempre così di voi Passo un alto monte ginto, c'è l'anima di un ricordo, primo di fraternità, per una mano di eternità. In coscia di Nioro sta il mio elo paesone, di agosto ne sa figliolo, e quando sono addormentato, elo mi piglia per amare. Après les différentes étapes de fabrication du cornichol, je vais vous présenter la fabrication, les diverses fabrications de l'atelier du couteau. Ici donc les cornichols, les stylets, les couteaux de cuisine forgés, les épées, les sabres japonais, etc. La gamme chasse, notamment avec les collaborations avec mon ami Gaëtan Beauchamp de Québec qui s'occupe aussi des scrimshaws. Une autre très belle collaboration avec les célèbres établissements Ernest du Moulin, armes de luxe. Grand couteau de chasse, donc Damas Sandwich, manche en noyer, issu des crosses des fusils du Moulin et gravure de la garde de Jean-Marie Smet. Et pour terminer, la gamme Safari, fait élaborer sur les conseils de Franck Maes, guide de chasse en Afrique, un couteau qui se porte devant soi, pour une préhension très rapide du couteau et des munitions. Alors ça, c'est pourquoi? Ça, c'est la crosse réglable. Morphologiquement, tu n'es pas fait comme moi, tu n'es pas fait comme monsieur, tu n'es pas fait comme lui. Quand tu vas chez un tailleur, il te prend un coupon de tissu, puis il te fait un costume. Toi, c'est pareil pour le fusil. C'est la même chose, exactement. Tu prends un fusil, après tu te l'adaptes. Et Browning et d'autres marques ont fait maintenant la crosse réglable que j'avais inventée en 1979. C'est toi qui as inventé ça, c'est Oui, formidable. c'est pareil sur le 150 Browning, il y a maintenant, une 30, 40 ans, presque 40 ans. Ouais. Et maintenant, toutes les armes de chasse, enfin, de compétition, Ah, de compétition. Le busque réglable. sont busques réglables tous,
Il y a même les détentes réglables, tu peux les d'accord. Oui, mais là, il n'y est pas, mais tu peux. Il y a tu sais, on se perfectionne au maximum parce que, Oui, bien sûr. étant donné que les disciplines deviennent de plus en plus difficiles, et puis, si tu veux, le grammage des plombs a beaucoup changé. On tirait 36 grammes il y a 40 ans, mais après on est passé à 32, après on est passé à 28. On est toujours à 28 dans les disciplines FFT, mais on est à 24 grammes dans les disciplines olympiques. C'est 24 grammes, je vais te dire, 24 grammes, ça te fait... Ça fait plus grand-chose. Ça te fait pas beaucoup, ça fait des plombs en moins. Alors on s'adapte le plus possible pour être précis, quoi, pour être le plus précis possible. On se rapproche le plus possible de la précision. Et comme il faut que la joue soit toujours appuyée bien comme il faut, donc il faut que tu peux te la régler dans le pitch, tu vois, le dévers, le pitch, tu peux te le régler un peu comme tu veux. Voilà. C'est une bonne chose. Carlo, je suis contente de te connaître d'abord. Et puis, j'aime toujours quand un jeune se lance dans quelque chose que je connais bien, parce que ça a été presque 50 ans de ma vie. Ouais. Donc, c'est une très bonne idée que tu as. Et je pense qu'ici en Corse, il y a beaucoup à faire dans ce domaine, car il n'y a pas tellement d'armuriers finalement. Il y en a dans les grandes villes, mais bon, là c'est un peu en sortie de la ville. Et tu as bien fait de faire ça. Simplement, je connais bien la question. Bon, là, maintenant, tu es dans les armes lisses. Oui. Les armes lisses, fusils de chasse et tout. J'espère que tu vas pouvoir, parce qu'il y a quand même un marché que de l'armurerie, c'est pas simplement la chasse. C'est aussi. Il y a les tireurs également. Voilà, aussi la FFT, c'est-à-dire la Fédération Française de Tir, qui comprend des disciplines d'armes de poing, d'armes rayées et tout ça. Et à partir de ce moment-là, il faudra que tu aies bien sûr tout ce qu'il faut pour pouvoir maîtriser et surtout protéger les armes que tu vas avoir, qui vont être des armes de poing de calibres différents. C'est ça qui est un petit peu plus difficile. Mais il y a beaucoup de stands qui fonctionnent ici en Corse aux armes rayées, c'est-à-dire en Fédération Française de Tir, parce qu'il y a deux fédérations, Française de Tir et Fédération Française de Balle-Trappe. Fédération Française de Balle-Trappe, tu vas avoir affaire à tous les armes lisses, qui sont des armes de chasse, qui servent pour Balle-Trappe. Et après, tu as la FFT, tu vas avoir affaire à toutes les armes rayées qui servent pour la discipline. Il y a 30 ou 40 disciplines, c'est beaucoup. Ici en Corse, il y a beaucoup d'adhérents et ça marche très bien. Nous avons de bonnes équipes dans les deux fédérations. Et écoute, voilà, moi ça me fait très plaisir que tu t'installes et je te souhaite tout le bonheur et surtout le résultat que tu espères, j'espère. Et puis, va de l'avant, tu es très jeune, Carlo. Moi c'est Michel, je suis un peu moins jeune, mais disons que j'aime bien quand quelqu'un se lance dans quelque chose qui a été un peu ma passion, donc ça m'intéresse. Voilà, je te remercie. C'est très gentil d'être venu et de m'exprimer tous ces vœux de bonheur, de réussite à venir. Voilà, j'espère que tu feras un bon bout de chemin et puis ma foi suivra, c'est très intéressant. Le tir, c'est assez passionnant, c'est l'expression de soi-même par rapport à quelque chose qu'on projette, donc c'est passionnant. Moi, ça m'a passionné un peu, c'est pour ça que j'en ai fait un métier, donc voilà, maintenant j'arrive au bout, et place aux jeunes, va en avant. Merci. Voilà. Le coursine ou le mot coursine vient du langage populaire qui veut dire chien corse. Voilà, ce chien est en Corse depuis le fond des âges. Il a été amené jusqu'à nos jours grâce aux bergers, aux éleveurs. C'est en fait un chien de travail. À l'époque, donc dans le temps, on n'avait pas le sport de la chasse et donc obligatoirement les chiens servaient uniquement à travailler. Il était également membre de la famille. Il servait à garder la bergerie, la maison et les troupeaux contre les prédateurs principalement. Depuis sa reconnaissance, cette race donc, a un standard. Dans le standard, il y a 7 couleurs reconnues. On part du fauve, sable, jusqu'au noir pratiquement, bringé ou pas. Dans les années 50-60, des apprentis sorciers ont voulu mélanger cette race avec divers apports continentaux et étrangers et on a failli carrément perdre la race.
Et donc on a pu sauver cette race grâce à la création d'une association, la sauvegarde du chien corse, qui plus tard est devenu le club du Coursine. Et grâce aux efforts de tous, on a pu amener le chien jusqu'à la reconnaissance nationale. Et maintenant, donc, on recherche bien entendu la reconnaissance internationale. Nous avons réussi à avoir un temps de polyvalence pour ce chien. C'est une première mondiale. Alors ce chien a de nombreux admirateurs et maintenant donc sur le continent et dans les pays voisins. Et on voit se développer des éleveurs. Les éleveurs un peu foisonnent sur le continent et ils réussissent à produire des beaux spécimens. La particularité et l'avantage de ce chien à la chasse, c'est qu'il revient toujours vers son maître. Donc on ne peut pas le perdre et c'est un avantage pour les fins de chasse où tout le monde cherche ses chiens beaucoup plus loin. Et lorsque nous sommes à la chasse avec nos coursines, s'ils ne rentrent pas dans la soirée, c'est qu'il y a eu un accident. Donc voilà, nous voici dans mon atelier. Je travaille sur différents instruments à vent traditionnels de Corse et autres instruments à vent traditionnels du monde. Donc aujourd'hui, je travaille sur un instrument vraiment typique corse, donc un instrument une flûte qui s'appelle la pivana. Donc la pivana, qui est une flûte que faisaient les bergers en Corse il y a très très longtemps, donc dans des cornes de chèvre. Voilà, donc ils en jouaient ensuite pour accompagner le troupeau, le soir pour les fêtes ou voilà, différents moments de la vie. Voilà, je vais vous jouer une petite improvisation maintenant de la pivana. Voilà, donc c'était une petite improvisation avec une petite corne de chèvre. Vous allez voir donc les modèles, les plus gros modèles, donc on obtient des sons plus graves, plus doux.
Voilà, depuis 5-6 ans, on n'a que du porc austral. Il faut savoir que le porc austral, il est beaucoup plus, il est à croissance lente. Donc c'est des cochons qui vont avoir, quand on les tue, 16 mois, 17 mois, 18 mois d'âge. Ils coûtent beaucoup plus cher. Mais bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la viande, elle est bien meilleure qu'un cochon qui a 5-6 mois d'âge, comme certains peuvent les faire venir. Hein. Et puis après la viande est rouge, la viande a tout pour elle, elle est mûre. Et donc, on a besoin de rien, du sel et du poivre, c'est tout pour faire une bonne charcuterie. Voilà. Après, il y a des connaisseurs, et puis il y en a qui le sont moins. Les gens ont perdu le palais, les gens n'ont plus le goût de bonnes choses, mais je pense que tout le monde va y revenir tout doucement avec un produit comme celui-là. On a tout pour nous, pour gagner. Bon, c'est vrai qu'en Corse, 90% de la charcuterie, je crois, ou 80%, c'est de la charcuterie qui vient du continent, avec de la viande. Mais je pense qu'on a notre épingle, même si c'est dur au début, c'est très dur au début, parce que bon, le jambon, on le garde 1 an et demi, même 2 ans, voire 2 ans, pour qu'il soit encore meilleur. Et donc c'est pas facile. Quand un cochon comme ça, on gagne pas grand-chose, dans le sens où il y a beaucoup de gras, moins de viande, donc c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, mais je pense qu'on va s'y retrouver par rapport à la qualité de la viande. Et ben, la Boulogne, pour parler de la Boulogne, entre autres, en plus du lance, de la coppa, des jambons, il y a la Boulogne et la pancetta. La pancetta, c'est le ventre, tout le monde connaît. Mais la Boulogne, les gens la connaissent moins. Je ne sais pas si sur le continent, elle se vend comme ça, comme on l'a fait nous. La Boulogne, donc, c'est la joue, et c'est le seul morceau du cochon qui est sucré. Donc c'est tout simple à faire. La Boulogne, on met du sel, en 2 jours, 3 jours, ça dépend des régions, ça dépend des goûts des gens. Et puis après, elle est accrochée à fumer, et elle peut se conserver 1 an, facilement, comme rien, voilà, comme rien. Et c'est un morceau qui est hyper délicieux. Les gens parlent de la pancetta, la panse, ils trouvent que c'est bon, en fait, le bacon qu'on appelle. Hein. Mais la joue est particulière. Celui qui a goûté la joue une fois, même fraîche, le jour en là-bas, le jour après, elle a ce goût sucré et qui reste collé sur les coins des lèvres. Et c'est particulier, c'est vraiment, vraiment particulier. Oh, ça me fait plaisir aujourd'hui de te voir à la chasse. Tu es pas à la pêche aujourd'hui? Eh non, Marc, la pêche est fermée maintenant. Maintenant, c'est la saison de la chasse. Bon, tu sais bien qu'un de mes plus grands plaisirs, c'est d'aller taquiner la truite, la nôtre, celle qui est endémique à notre île depuis 15 000 ans, c'est-à-dire la Salbo truitra macrostigma. Même le nom est difficile à dire. Hein. C'est une huître absolument exceptionnelle. Je ne sais pas si tu te rends compte, 15 000 ans, endémique à la Corse et à la Sardaigne depuis 15 000 ans, c'est énorme. Et c'est vrai qu'elle est tellement belle avec ses points rouges, avec elle est sauvage, elle est vraiment différente des autres farios, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand tu prends une macrostigma dans les mains, c'est vrai que tu as le cœur qui bat à 100 à l'heure. C'est quelque chose d'exceptionnel. Chi sarà domani all'orlo di vita? Chi sarà domani per un popolo smarrito? E picanera e sanguinosa che strappata in petto ai nostri fratelli. L'amore sparterà, allora mai smenticati. Sta sante nostre oggi, sta senti da violi, risenti sinamanti affondati. Grano di
la pace e fa chi domani sta lotta principiata trovi un senso di verità sognata più. Fianco a te ogni giorno è un sogno rinvivido, andata senza ritorno verso l'amore infinito. A fianco a te tutto splende, chiudo viso ristiara e tu un'occhiata accende. A me più in ti avviarà a fianco a te, a fianco a te. Fianco a te l'armonia accampa vita persa come un raggio d'allegria che non mi avesse attraversa. A fianco a te la bene ha un gusto d'eternità che perché sai mila bene la mia vita con te sarà. A fianco a te, a fianco a te. A fianco a te, a fianco a te. A fianco a te. Il existe une particularité sur l'île de Beauté, c'est de rencontrer toutes sortes d'animaux domestiques dans le maquis, en bord des routes, voire sur les plages. Qu'il s'agisse de brebis, de chèvres, d'ânes, de cochons, le fameux porco nostrale, ces derniers faisant la joie des touristes. Et ceci sous l'œil attentif de la race de chien corse, le coursini. Le corse, c'est une petite vache rustique dont le taureau peut peser jusqu'à 550 kg et la vache 270. Son broutard, c'est-à-dire le veau, est appelé en Corse manzo. À l'origine, les bovins corses avaient comme fonction principale la fourniture de paires de bœufs de travail pour la céréaliculture. Ils produisaient accessoirement un petit peu de lait pour la consommation familiale et de la viande issue des animaux de réforme. L'aptitude de la vache mère à reconstituer rapidement ses réserves corporelles
en fait un animal rustique, capable de valoriser des zones difficiles. En outre, ses facilités de vélage et ses excellentes qualités maternelles permettent d'assurer la croissance du veau dans des conditions d'alimentation rudes. En montagne, la race corse est utilisée en pur afin de préserver sa rusticité et sa capacité d'adaptation au milieu. Bonjour, monsieur Sinoncelli de l'armurerie Sinoncelli à Bastia en Haute-Corse. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une carabine, une pièce de maîtrise qui a été fabriquée à l'école de Saint-Étienne. Donc cette carabine, dessus, il a fallu faire toute la conception, que ce soit au niveau mécanique, esthétique. Ensuite, on a réalisé les bois, le mécanisme, les finitions. Donc l'école Saint-Étienne, à savoir, c'est la dernière école de France. On est une vingtaine de jeunes à rentrer tous les ans. On est une quinzaine à sortir avec le diplôme. La chance qu'on a, c'est d'être formé par des professeurs MOF, meilleurs ouvriers de France, des professeurs anciens armuriers, surtout passionnés et très bons dans ce qu'ils font. Ici, donc sur cette carabine, on a une très jolie plaque de couche squelette, incrustée de cornes de mouflon laissées brutes. Et pour l'accompagner, vous avez sa calotte squelette accompagnée de cornes de mouflon polies. Toujours, donc, comme sur toutes les armes fines, des vis avec les têtes de vis dans l'axe du canon et une jolie gravure de contour en pointe d'épine. On a une crosse stylisée, une joue stylisée qui reprend un peu la joue bavaroise mais pour représenter une lame de stylet. Le stylet, c'est un poignard corse qui date du XVIe siècle. Ensuite, dessus, nous avons un chien en forme de chimère pour reprendre les fabrications de pistolets corses du XVIIIe, XIXe siècle. De deux côtés différents, il y en a un côté où il faut 7 postés et l'autre côté 8. Ouais. Donc, vous allez voir avec Noël qui va vous placer en bas et les Roland qui va passer au-dessus. Comme d'habitude, hein, on ne tire pas les serres, bien sûr, parce que vous allez peut-être en voir, ce plan qui est magnifique. On essaie de rattraper les chiens, parce que là on bascule derrière sur notre territoire. On ne parle pas en allant au poste. On ne parle pas parce qu'ils sont juste en face, là, s'ils y sont. On charge bien sûr, arrivé au poste, on décharge au poste. Et laissez-les rentrer, vous allez les voir, s'ils y sont, vous allez les voir arriver de loin. Donc laissez-les rentrer parce qu'on a tendance un peu à appuyer rapidement. Autre chose, aujourd'hui c'est la dernière journée où on tire un peu sur tout. À partir d'aujourd'hui, on tirera que les petits et pas de gros à la prochaine journée de chasse.
pas la caméra. Là, Jean-Paul, tu as fait fort, hein? Ouais, bien tiré. Bravo. Ton premier sanglier en Corse. Eh ben oui, c'est la première fois que je viens. Eh ben, félicitations, hein? C'est mon premier voyage. Allez, c'est grâce à moi allez. qu'il a tué. Ah oui. Si je le tire pas, hein. Ah, si tu ne tires pas, il bouge Si je pas. le tire Attention, pas, le roche, attention à la branche. c'est le grâce à roche. moi. Hein. Attention à la branche, le gars. Eh oui. Ah bon? Ouais, Nous, il ne Rado. bouge pas, il y a la branche. Tu étais? J'ai tiré, moi. Ah, tu... Ah! J'ai monté. Ah, le gamin. Oh, tu me paras tirer Attends, en je vois qu'il y en a encore un qui arrive. Ah, il y a une parachute. Attends, moi je n'ai pas la branche. le parachute. Je te porte un bazooka. Comment ça, tu vas l'attraper? Hein, Omar? Isto je Jago. Nous avons une île bénie des dieux concernant justement cette espèce sauvage à la Corse qui est la truite macrotigma et puis nos sangliers aussi qui sont merveilleux et voilà donc je suis très heureux d'avoir passé 2 jours avec toi. Moi je suis chasseur de Castifao, mais dimanche j'étais invité à Madre là. Voilà, un beau territoire de chasse là. On a fait une belle battue. Mais hier c'était chez moi à Castifao. On s'est bien amusé quand même, hein. Tu étais... Absolument. Voilà. Aujourd'hui aussi on s'est bien amusé à tuer 4 sangliers. Voilà, un beau territoire de chasse. Madre. Mais toute la Corse est belle. Concernant la pêche ou la chasse, c'est une île bénie des dieux, encore une fois je me répète, c'est que nous sommes dans une île exceptionnelle. C'est pour ça qu'on a tout pour être heureux ici. Voilà. Ce matin, il y a eu quand même une belle menée de chiens. On a tué quand même 4 sangliers. Je crois qu'il n'y a pas eu 5 minutes où on n'a pas entendu les chiens. Non, ça ne c'est s'est vrai, pas arrêté. C'est vrai. Ça a été exceptionnel. On s'est vraiment bien amusé. Bon, c'est vrai que nous avions des piqueurs à la hauteur aussi, hein, des gens bien organisés par les jumeaux qui sont vraiment des gens merveilleux. Une bonne petite équipe de Madre. Puis tu as vu à midi, ils nous ont préparé un bon petit repas. On va bien manger. Donc ce sont des gens absolument... la convivialité, la gentillesse, ils n'ont que des qualités. Et voilà, c'est un petit peu ce qui reflète la Corse en règle générale. Tanta piazza di Ascona si brume in una zidilla come grande sa l'urgenza tutti i miei guai diventano Je me présente, je m'appelle Jean-Luc Baptiste, je suis installé à Atzane, hein, dans le sud, à environ 1 heure d'Ajaccio. Donc je suis venu à l'apiculture par passion. Voilà. Mon grand-père il avait quelques ruches dans son jardin, hein, bien évidemment, mais des ruches à l'ancienne, hein, ça s'appelle les icavons, et voilà, c'est des ruches coupées dans des troncs de châtaigniers. Et puis les choses étant, je me suis plus investi dans des ruches à type Lanstroth, parce que je fais des transhumances. Hein. Mon cheptel total en production, hein, on va dire en général en production, tout dépend des années, c'est environ entre 40 et 50 ruches. Voilà, c'est pas énorme, mais ça me permet de présenter mon miel dans mon petit point de vente au village, et puis de mettre en valeur ce miel, voilà, qui est de grande qualité, hein, pas seulement le mien, mais ceux de tous mes amis apiculteurs. Je travaille avec l'espèce endémique de Corse, hein, bien évidemment, parce qu'il faut savoir que toute introduction d'abeilles du continent et d'autres régions d'Europe est formellement interdite. Voilà. C'est l'une des seules filières qui interdit l'introduction d'animaux, au sens propre et général, sur le territoire de Corse. Alors il faut savoir qu'en Corse, il existe 6 miels classés en AOP, hein, appellation d'origine protégée.
Donc moi, je n'ai que 3 miels sur mon exploitation. De ce fait, j'ai le maquis de printemps, j'ai le miel de châtaignier et le maquis d'automne, hein, l'arbosier. Je ne peux pas faire les autres parce que ma situation au niveau de mon rucher ne permet pas de faire par exemple le maquis d'été, qu'il faut avoir un rucher environ entre 800 et 1000 mètres d'altitude. Le miel là, il faut être plus en plaine, je ne suis pas en plaine donc je ne peux pas le faire, ou très rarement. Hein. Voilà, en 5 ans j'ai pu le faire une fois, donc c'est pas quelque chose de comparable. Donc par contre en miel de châtaignier, j'ai pu, malgré la maladie, malgré le cynips qui est présent chez nous depuis 2009, tirer mon épingle du jeu. Là, on attend le miel, le maquis d'automne, hein, l'arbosier, en espérant que les conditions climatiques changent un peu, hein, un peu d'humidité, un peu de pluie, ça ferait quelque chose de bien. L'an dernier, la floraison de maquis d'automne, d'arbosier a commencé environ entre le 7 et le 10. Hein. Je note sur un calendrier pour vraiment passer d'un miel, d'un rucher à l'autre, pour vraiment choper la mielée. Hein. Comme ça, je suis sûr que dans mon pot de maquis d'automne, il n'y aura que du maquis d'automne, c'est-à-dire que de l'arbosier. Hein. À 90% ou 95%, ce sera de l'arbosier. Voilà. Donc on va parler un peu de la spécificité de ce miel, de ce maquis d'automne. C'est un miel qui, par de ce fait, est très 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 amer. Voilà. Je le conseille à mes clients pour de la cuisine, voilà, pour la cuisine et les gâteaux, parce que c'est un miel qui a une puissance en cuisson, une puissance en bouche incomparable par rapport aux autres miels. J'ai pu constater par rapport à mes ventes que les anglo-saxons, les allemands, les italiens aiment bien ce miel. Voilà. Ils aiment bien ce miel parce qu'ils aiment sa puissance et son amertume, et ils peuvent travailler avec ce miel, hormis le fait de le prendre et de le mettre à la bouche avec une cuillère. Voilà. C'est un miel qui, pour moi, a une bonne connaissance des gens. Les amateurs de miel aiment ce miel. Alors, comme je le disais précédemment, la floraison de l'arbosier se passe entre le 7 et le 10 hein, chez moi, hein, dans ma région. Bon, la légende dit que au moment de la crucifixion de Jésus sur la croix, Jésus a demandé que l'arbosier soit sur sa tête. L'arbosier a refusé d'être sur sa tête, et comme punition, Dieu a décidé que l'arbuste portera le fruit et la fleur toute sa vie. Donc c'est la légende. C'est la légende qui le dit et qui apparemment est là parce que c'est l'un des seuls arbustes, voire le seul, qui a le fruit et la fleur en même temps sur la même branche. Voilà. Alors je vous propose de goûter mon miel d'arbosier, hein, qui est de cette année, et puis vous m'en direz ce que vous en pensez. Alors une autre anecdote hein, par rapport au miel et au nom des villages. Hein. Par exemple, je vous donne Castifa et Moltifa, c'est deux petits villages qui se situent dans le centre de la Corse, à côté de Pontelecce. Castifa, la caste c'est la famille de l'abeille, hein. C'est le mâle, la reine et les ouvrières, la caste. Et Ivaï en Corse, c'est le gâteau de miel. Castivai. Et après vous avez le village voisin, c'est Moltifai, multi, plusieurs, fai, gâteau. Donc voilà, la légende, le terme exact, la traduction de ces deux noms de village, c'est Castifa et Moltifa, voilà. On peut en venir là. Et puis il faut savoir aussi que sous l'Empire génois, qui a duré 5 siècles en Corse, les Corses, n'ayant pas beaucoup d'argent, pas de moyens, payaient les impôts à l'État génois hein, en kilos de cire. On estimait à peu près au XVIe, au XVIIe siècle environ 200 000 ruches en Corse. Et les Corses payaient leurs impôts en kilos de cire, soit pour les grandes familles bourgeoises de l'Empire génois, soit pour le Vatican, bien évidemment. Alors je vous propose de goûter mon maquis d'automne, hein, le miel d'arbosier, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Très bon, mais amer. Donc c'est la particularité de ce miel, hein, qui est un miel très 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 amer. Alors
comme je disais précédemment, c'est un miel que je conseille en cuisine, hein, en fin de cuisson, bien évidemment. Par exemple, un petit poulet, un pignon de poulet, une cuisse de poulet, une aile de poulet. Vous la mettez au four, vous la faites, vous la cuisinez normalement. Vous éteignez votre four, vous mettez une cuillère de ce miel-là sur cette viande, que ce soit le poulet ou le porc, et puis vous ne le cuisez pas. Vous le mettez juste à réchauffer. Voilà, et il donnera toute la puissance, sa puissance, qui était une puissance très amère et très spéciale. Voilà. Vers le XVIIe siècle en Corse, on trouve trois types de poignards, la pulsetta, le pugnale et le stiletto. Le stylet sera celui qui restera, d'origine génoise. Il donnera aussi le stylet corse à double tranchant, alors que le stylet génois est à tranchant asymétrique. Alors nous avons deux sortes de stylets. Le génois, qui a un long tranchant et un contre-tranchant. Il faut savoir que les stylets n'étaient pas affûtés car ce sont des armes d'estoc avant tout. Le stylet corse qui a deux tranchants, pareillement non affûtés, et donc une très grande variété de gammes de finitions, allant par exemple pour celui-ci une finition nacre, écaille, os, ivoire, etc., allant jusqu'à quelque chose de très, très frustre, très ordinaire pour un stylet dont évidemment la personne n'avait pas des gros moyens financiers pour se faire fabriquer l'arme. Destination, eh bien, la vengeance, le respect, la chasse, etc. Et pour ce qui est des différentes fabrications au travers des âges, on appelle les origines génoises. Il faut savoir que certains stylets ont été fabriqués en France, notamment à Thiers, qui suite à la demande croissante des armuriers insulaires, s'est mis à fabriquer le type génois, le type corse, mais surtout le type génois, notamment sous Napoléon III et jusque dans les années 1920. Alors les stylets sont souvent conservés dans les familles, malheureusement mal conservés, et donc ils sont souvent amenés à restaurer dans mes ateliers. Nous avons ici un Louis Campi 19e avec incrustation d'écailles maéchor sur un fond d'ébène très abîmé, et le petit cabochon de l'arrière avec une tête de Moore en argent. Hormis mes fabrications traditionnelles, cornichons, couteaux de chasse, pliants, etc., je fabrique évidemment des stylets, forgés et mouturés, de différentes qualités en termes de finition, du petit couteau simple dans ce genre avec une petite corde, un petit bois, des empilements ainsi, ou carrément évidemment des incrustations d'or, d'argent, notamment au niveau des têtes de Moore, que nous réalisons aussi bien en argent qu'en or. Tussinado campagnolo sbucciano il lago Cagna di la rivi di Balania
solo chi ti piange e chi si lagna, fiorello di Valagna. Tu corri per strette, erano l'ore sepiare, mezzo a rise e ciarlare. Tu batti e curette di magimi in argentare, così gare do contrade. Da uvinzavelo anto, lamento disgraziato in un ramo di spavanto, dall'umano stantarrato. Tu sei andato a scuola di corsa per astraella, alla tua sorella. Per gli assi di Ascona era una manatella, per vedere la fontanella. Tu capisco per un giorno l'amicizia più cara e i canti di una dara. Tu hai capito un giorno i colori di una sara e la dori di una dara. Now pensavo anto, furioso e scarinato, manda via solamente. Lamento disgraziato in un ramo di spavanto, dall'umano stantarrato. Tu cai borso d'ora, hai doito un tardore, importante e tanto amore. Tu cai borso d'ora, suminata di un fiore, ma è grana di dolore. So di sa terra ribella e di sa memoria guerriera, so di suo popolo eterno, sento mio canto sperando camperà. A chiamati le do montagne, Le domaine Santa Maria, je suis la 5e génération
de vignerons, peut-être la 6e qui va arriver aussi, puisque mon fils devrait reprendre l'exploitation. Et on travaille essentiellement avec des cépages autochtones et endémiques, qui sont le Nieluch, le Vermentino, qui a été rebaptisé, puisque quand on a commencé, il s'appelait le Malvasia, et le Muscat petit grain. Le Nielucho essentiellement pour les rouges et pour les rosés, le Vermentino pour le blanc, et le Muscat petit grain pour au Muscat petit grain ou Muscat du Cap Corse pour le Muscat, puisqu'on a l'appellation Muscat. Alors, on travaille les vignes d'une façon traditionnelle. On a d'abord reproduit les gestes que nos anciens nous ont appris, c'est-à-dire que les vignes sont déchaussées en hiver et sont rechaussées au printemps, déchaussées pour pas qu'il y ait trop d'humidité, rechaussées pour apporter l'humidité, puisque la Corse est une région très sèche. Mais on travaille les vignes le plus proche de la nature. On n'utilise aucun pesticide, c'est-à-dire pas d'herbicide, et tous les produits qui sont utilisés pour lutter contre les maladies sont des produits de contact, limités au soufre et au cuivre. Alors tu vois que la nature est aussi capricieuse. Cette année, les semis de fèves ont mal marché. En fait, sur le domaine, on pratique la culture de la fève, non pas pour la consommer, enfin, on est un peu aussi les fournisseurs des gens du village, mais la fève, on voit les fleurs là. Donc elle a été plantée très tôt pour qu'elle soit avancée. En fait, nous, on plante des fèves, du pois chiche et des fleurs pour enrichir le sol. Comme on n'utilise pas d'engrais chimiques... C'est le principe des engrais verts. C'est le principe des engrais verts. La seule différence, c'est qu'on a, nous, exactement les mêmes problèmes que les autres, c'est-à-dire les chimiques, mais on va pallier à ces carences avec des méthodes naturelles, en sachant que la fève, elle va exporter de l'azote, qu'on va rétrocéder au terrain en les broyant. Voilà. Donc on broie les fèves au stade laiteux, hein, et lorsque le fruit est... Alors il y a deux méthodes. On pourrait les broyer en fleurs ou lorsque le fruit est formé. Nous on a opté de les broyer en fruits parce qu'il y a un volume beaucoup plus important. Ouais. L'idée c'est de plus traiter la cause plutôt que la conséquence en fait. Voilà. L'idée c'est d'enrichir notre sol naturellement avec les plantes. Alors il y a le lupin aussi qui marche très bien. Il y a le pois chiche, fève. Il y a certaines fleurs. La semence de fleurs coûte de plus en plus cher. Donc la fève, ça nous permet de nous faire nos propres récoltes, ce qui est pas très légal, hein, puisque apparemment on n'a pas le droit de faire nos propres semences. Et ça, on appelle ça de la semence fermière. Voilà. On reste dans ce qu'on avait fait tout à l'heure, quoi. C'est les méthodes de culture qui vont aussi avec un cycle lunaire. On va respecter le cycle lunaire pour tailler, pour tous les travaux de la terre et de la vigne, pardon, nous sont dictés par le cycle lunaire. Ainsi qu'à l'intérieur du chai. Ainsi qu'à l'intérieur du chai, bien sûr. On va continuer, on va appliquer cette méthode qui n'est pas une méthode écrite, mais qui est presque une philosophie. Oui, c'est une philosophie. Hein. Une philosophie, on le fait sans aucune contrainte et on va suivre les cycles et on arrive à avoir exactement les mêmes résultats que les autres, à mon avis même de meilleurs résultats, puisque c'est une question d'organisation. Et de cohérence en fait, d'organiser le travail en fonction de la nature et on travaille un produit naturel. Donc on essaye de rester au plus proche de la nature et d'avoir des méthodes qui collent le plus avec elle. Donc les vins dans l'appellation sont des vins qui sont vinifiés, comme je vous disais tout à l'heure, avec du Nieluch. Ce sont des vins qui sont beaucoup plus acétaniques. Nous, on a une politique à la cave, c'est qu'on les garde 4 ans en chai pour qu'ils s'arrondissent et qu'ils soient... on les présente au meilleur d'eux-mêmes aux consommateurs. La consommation, par contre, a beaucoup évolué chez les consommateurs, puisqu'on retrouve... Avant, on avait une proportion de vin rouge qui était plus importante, et maintenant, on est en passe de laisser la place au blanc. C'est le blanc qui se consomme beaucoup plus. Alors, on a beaucoup parlé de l'exploitation, mais une exploitation agricole, c'est comme une chaîne. Et dans une chaîne, on peut toujours rajouter un maillon. Aujourd'hui,
le bon paysan vigneron que je suis fier de transmettre ou peut-être de rajouter un maillon. Le maillon manquant, c'est mon fils. Donc je vous présente Thomas. Donc, je suis la 6e génération de Santa Maria qui s'apprête à faire du vin sur la propriété. Et j'espère toujours en respectant les traditions. En fait, c'est l'idée d'être un peu un gardien, c'est-à-dire on me confie un terroir, une responsabilité, et je me dois de le respecter et de faire un produit qui sera, j'espère, toujours le plus représentatif possible de ces terres. Tous les ans, pour le 11 novembre, on met le vin nouveau en Perse. Mais le vin nouveau, on le met sous la bénédiction de Saint-Martin. Et la légende raconte que Saint-Martin était à l'origine du nom de patrimoine. Il serait venu en Corse et en partant de patrimoine, il se serait arrêté sur le plateau de Tidim. Et en se retournant, il aurait dit « Ceci est mon patrimoine ». D'où le nom de patrimoine qui est la commune et l'appellation contrôlée, puisque la commune a donné le nom à l'appellation contrôlée. Culturenese, c'est une aventure qui a débuté en 2010. Avec Fred, on se connaît depuis qu'on est tout petit. Et quand on avait 14-15 ans, donc en 2007-2008, on a commencé à apprendre la musique, à jouer de la guitare, chanter. Et puis après, la passion est arrivée et on a souhaité faire un groupe, donc on s'est dit pourquoi pas. Et c'est là qu'on a décidé de monter le groupe Tionese. Et Tionese a vraiment débuté lorsque Jean-Vincent Servette et Johan Casanova nous ont rejoints, c'est-à-dire en 2011. Et c'est à partir de là qu'on a décidé de monter un petit projet et de travailler sur la sortie d'un premier album. Oui, donc comme vous l'a dit Jean-Laurent, donc Jean-Vincent et Johan sont venus dans le groupe. Ensuite, on a commencé à composer pour faire un album parce qu'on avait vraiment cette envie-là de construire quelque chose avec ce groupe. On a appelé Batiro qui nous a rejoint pour ce premier disque. Dans la tournée qui a suivi ce premier album, Jean-Do nous a rejoint. On a fait la tournée, donc la saison, 2 saisons, pardon. On a travaillé un deuxième album qui est sorti donc l'année dernière, Soliguel. Et là, nous travaillons le 3e qui sortira en avril et la tournée qui va venir avec, quoi. Il s'appellera Dai de Zogna Imi. Donc pour la sortie du 3e album, on compte le promouvoir via une tournée sur l'année 2017 à partir de mai, avec une première soirée au Théâtre de Bastia le 24 mai, donc quelques semaines après la sortie du 3e album, et ensuite certainement une tournée en Corse, mais également sur le continent, dans la France entière, quoi. Voilà. Donc après ces dates-là, il y aura notamment des passages télévisés donc sur notre chaîne régionale Via Stella et sur d'autres plateaux télévisés. Voilà. Quando lo spunta lo giorno con la damusetta colù ne bie quelli stravelli che langano lugugnolo ai be solo compagno lo dogane e io
di San Pedro in decidor nell'altanier. Fagli esente Ludovico tanto buono e come Ludovico riamba qua su bere galonche fa la tua buca serrata e le chi sono istonche sanno che io lusico sempre più là una vedenda ti voglio una donata Basturello diessine andato so verso dalle tre confine nero e più remusato qua c'è sempre lo sole fiorito e lo sobrato il sobrato di verdura pasturello non è più solo questo so di sicuro è così che io mi consolo so cugino Luiso stanno in Quale serra suento chi soffia in subrado un'ora i beurra o un buffalo esperienza e lo serra spandicatore o creatore d'una pane empiando il nostro cuore l'allegria di un lavoro e lo serra caldo a bruciare il nostro mondo o serra fresco a portarci un velo con suento infugato si ride sta gioventù ed un passo scordato. Vous êtes dans le restaurant Le Môme à Aix-en-Provence. Donc je suis Alexandre Dimé, je suis de Bonifacio, dans le Corse du Sud. Pourquoi Le Môme? Donc Le Môme, c'est Léon, c'est notre fils qui est né donc en même temps que le projet, il y a 1 an et demi. Donc on est sur une cuisine corse provençale
Nous travaillons uniquement à l'ardoise, on est parti sur une cuisine très simple. Pour le menu, le fonctionnement du restaurant, c'est très simple. On propose en apéritif ou en entrée des planches de partage, donc avec une charcuterie corse fermière. Donc, nous travaillons essentiellement aussi avec des vins corses. La demande est souvent là-dessus. C'est un produit qui plaît beaucoup. Les gens sont très friands des vins de l'île de Beauté. Canto di Molimoni, armonia divina di un mio paese che viene da lontano. Canto soprano che porge una mano quando la chiama, ti senti umano. E vieggia lontano, canto su canto di buoni armonia divina di un mio paese. E vieggia lontano. Se tu ti innamori, la mia innamorata, ne facciamo noi promesse sulle neve, anche senza festa perché le strene. La Samuela, la nostra bracciata, ma odie mi pare di sente d'intene, o corsica mia, quanto si cambiata. Se tu t'arricordi di una sbarcata, colmi di speranza e di l'allegria, c'eri ancora a noi come i ceria. Una sventullata mi pare luoghe tutte le centrie, o corsica mia, quanto si cambiata. Paese spento dalla spensierata, accompagna questa da un lasciatore, accida chi rie di rosori more, cosa cara
andata e di onta amarezza il nostro amore Corsica mia quanto si cambiata non voglio perdere la speranza amata non ero innocente la donna alla cella in mare d'orecchino una nave cela mi verme rincore di neve impannata e la mia memoria ci luce la stella di Corsica mia non è mai cambiata e la mia memoria ci luce la stella di Corsica mea non è mai Voilà, donc ça fait maintenant 20 ans que je fais des couteaux. Pendant des ans, j'ai fait ça vraiment par passion, hein, donc c'était pas mon métier. Et puis là, ça fait 10 ans que j'en vis. Et donc la difficulté, ça a été dès le début de se former. Beaucoup, c'était vraiment mon intention. Et ça a pris beaucoup de temps parce que c'est un métier qui est très pointu en fait, qui demande beaucoup de formation à tous les niveaux. C'est-à-dire au niveau évidemment de l'acier, hein, la qualité de l'acier, comme on disait, c'est le plus important puisque c'est un outil, il doit trancher. Il a de bonne qualité, et puis après il y a tout ce qui va avec. Hein. C'est un métier qui regroupe énormément de spécialités. Il y a évidemment le cuir pour les étuis, il y a le bois, il y a la corde, il y a l'os, il y a donc tous ces métaux, tous ces matériaux qui sont sur les manches. Et puis après les métaux précieux comme l'argent, bon, éventuellement des fois l'or. Et là, ce qui est intéressant sur les stylets traditionnels justement, c'est intéressant à double titre parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire qui est mis en œuvre. Et c'est intéressant, je dirais, nous à notre niveau, en tant que Corse, au niveau culturel, au niveau du patrimoine, parce que ça permet de démontrer qu'il y a vraiment un savoir-faire en Corse qui date de plusieurs siècles, et pour nous c'est quand même une fierté. No, chi solo vuole più, chi è quello ugore e un luogo l'amore tenuto. No, chi sa d'una stretta, se l'è quella pellegrina, a strada e a Madina, di letta. Contemolo verso noi, contemolo sta, con amore travagliare noi. Contemo erde verrà, una bella subita, chi domani le verrà. Urrado. No, chi suda un pune scalzo, se n'è quello in accordo, con l'uso e ci ricordo spavarsi. No, chi la bene non è cotto, un albano si pesa,
là, donc, on est dans la partie de l'atelier qui est déjà un petit peu différente, où je travaille les choses plus en finition, plus en finesse, beaucoup sur les détails. Donc j'ai mon établi c'est un établi de bijoutier, hein, tout simplement, qui me sert beaucoup dans le travail concernant les stylets, hein, sur le travail des manches, des gardes, des garnitures pour les étuis, etc. etc. Et le petit établi, ça c'est un établi de gravure, donc où je grave de manière traditionnelle, c'est-à-dire marteau, burin et échoppe, hein, tout simplement avec un étau. Donc il n'y a pas beaucoup de matériel, mais ça suffit pour faire du travail de qualité après. Là, c'est un modèle qui est traditionnel au niveau, comme je vous le disais, donc, du modèle évidemment, mais aussi du procédé de fabrication. Alors, la lame, c'est de l'acier corse, dans le sens où, déjà, c'est de l'acier de bas-foyer, c'est pas de l'acier industriel, donc c'est pas du tout la même façon de le produire. Hein. On passe pas par la fonte, on va en méthode directe, et l'acier n'est pas surchauffé, on ne monte pas dans les 1800 degrés, on reste autour de 1300-1350 degrés. Et du coup, l'acier, c'est pas du tout le même. On a vraiment un acier qui est de qualité supérieure. Alors le moirage qu'on voit, donc c'est dû au feuilletage de la loupe, c'est très discret forcément, puisque c'est la loupe qui est corroyée sur elle-même. Ça permet d'homogénéiser le métal, donc d'affiner le grain et d'homogénéiser aussi le taux de carbone. Voilà. Ensuite, donc là, un stylet double tranchant, et le manche, donc avec pareil, des matériaux traditionnels, on a de la corne et de l'os en alternance, avec des disques de métal aussi, et c'est monté avec de l'argent, avec les gravures main, donc évidemment c'est moi qui fais mes gravures, y compris les fils d'argent, c'est-à-dire je vais tirer le fil, je vais le torsader, je vais le ressouder sur lui-même, et puis après je vais l'incruster dans le manche. Donc tout ce qui est fait là, c'est fait à main levée, il n'y a pas de machine, il n'y a pas d'appareil, il n'y a rien de tout ça. Il y a la main, il y a l'outil et il y a l'œil. C'est ce qui fait le côté vraiment intéressant, le côté passionnant du métier. Hein. Et après, il y a aussi le travail évidemment de l'étui, et idem, hein, donc encore de l'argent, des gravures, l'ajustage. Donc l'étui c'est du bois, hein, c'est du bois de demi-coques qui sont creusées au ciseau et ensuite qui sont recouvertes. Alors pour celui-ci du galuchard, pour l'autre là-bas c'est le coup de saumon. Donc à ce niveau-là on s'éloigne un petit peu des matériaux locaux, on dira. Mais on sait qu'à partir de la fin du 18e, en Corse aussi, on avait accès à ce genre de matériaux quoi, pour faire des stylets, on dirait, assez haut de gamme. Quoi. Voilà. Donc le syndicat, c'est un regroupement d'artisans, de professionnels, hein, de couteliers corses. Et le but, c'est déjà de faire partie d'un groupe, donc ça aide pour plein de choses. Hein. On travaille beaucoup sur les formations, on travaille sur l'accompagnement des jeunes, on les encadre, et on essaye aussi de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de transparence dans le métier. Parce qu'on a quand même un petit souci en Corse sur ce qui est vendu ici. C'est un peu comme le problème de la charcuterie et tant d'autres choses hein, dans les régions qui sont touristiques. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont vendues sous l'appellation Corse et qui ne sont pas Corse, qui sont faites ailleurs. Donc au niveau du syndicat, on est à peu près à 25 adhérents, ce qui correspond à plus de la moitié de la profession, ce qui est déjà pas mal, hein, surtout dans le cadre d'artisanat d'art, parce que c'est pas du tout évident de fédérer. Bon, nous on essaie quand même de faire les choses de manière très positive, comme je vous disais, et de mettre en avant ceux qui travaillent et ceux qui essaient de faire en sorte de faire de la qualité et du produit qui soit de facture locale. Donc en Corse, comme dans beaucoup de régions, on a le couteau traditionnel et le pliant classique. Mais en fin de compte, ce que les gens savent moins, c'est qu'il y a pas mal de sortes de couteaux qui sont vraiment liés à notre patrimoine. Donc on connaît le pliant, le cornicchio, le pliant traditionnel qui quand même maintenant il n'y a plus à présenter. Le stylet aussi, le stylet corse, donc avec les deux sortes de stylets corse qui sont, comme je le disais, pour nous très importantes hein, en matière d'identité et de patrimoine. Et puis après on connaît moins, il y a des couteaux de sculpteurs, il y a des couteaux de vannier. Il y a la ronquette aussi, hein, qui ressemble à une petite serpe pliante. Donc on a pas mal de couteaux encore à découvrir, à redécouvrir, j'ai envie de dire, et surtout à remettre en valeur et à retravailler au niveau des savoir-faire, des gestes, des appellations, etc. Donc le syndicat, une des
principaux objectifs du syndicat, c'était de mettre en place un label qui permettait de mettre en valeur les artisans corses et leur savoir-faire. Donc au niveau du label qui a été mis en place, il y a 2 niveaux. Il y a un premier label qui est un label de qualité, où on demande à l'artisan de faire un travail de bonne à très bonne qualité, et où la sous-traitance est quasiment inexistante, mais peut être tolérée sur vraiment des parties minimes et qui n'ont pas d'importance, je dirais, au niveau du savoir-faire. Ça, c'est pour le premier niveau, le niveau qualité. Ensuite, au niveau excellence, par contre, évidemment, la sous-traitance est totalement exclue, et niveau de finition, d'ajustage, etc., et de qualité, doit être forcément excellent sur tous les plans. C'est une nécessité, sinon il n'y aurait pas besoin de faire 2 niveaux. Parallèlement à ces 2 niveaux, il y a un poinçon qui est donc disponible pour les labelliser, c'est le poinçon CT, qui correspond à coltello tradizionale, donc couteau traditionnel, qui permet de mettre en valeur justement tout ce qui correspond à notre identité. On voulait vraiment valoriser le couteau corse en tant qu'élément de notre patrimoine.